Et voilà, toujours en direct, Élévation sur la web TV radio Étoile du Cœur. Avec vos serviteurs, Jean-Claude Carton, SVP 1111, qui va être le relais des emails que vous allez pouvoir lui envoyer, soit via le forum de Étoile du Cœur, soit via les emails Facebook de Jean-Claude Carton, Étoile du Cœur, voilà, puisque nous sommes en direct aujourd'hui, ce soir, donc, et avec donc ma femme. Bonsoir. Laetitia, Yann-Éric, et notre invité, un ectoplasme, un pur esprit, tellement pur qu'il est invisible. Mais moi, j'arrive à le toucher quand même un petit peu. Bon, allez, sur les embouteillages, j'y vais arriver d'ici peu. Nous allons parler du coprésident de l'IFRES, donc, avec Joël Uri. Joël Uri, qui est un médium psychographe. En retard, mais fabuleux néanmoins. Joël Uri et l'IFRES, ça existe depuis des années. C'est une association, si je dis pas trop de bêtises, qui s'est montée avec des recherches spirites. Alors ils sont pas du tout commerciaux pour dessous, ce qui est gage de qualité, mais ils publient leurs informations. Et là, vous avez, c'est pour ça que je tiens les livres en main, vous avez plusieurs publications de l'IFRES. Allez, soyons chronologiques. Cahier de messages spirites, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, par Joël Uri, c'est l'esprit Jean qui passe à travers lui. Plus récemment, Daniel, je sais pourquoi. Encore un esprit qui passe par le médium psychographe Joël Uri et qui explique sa vie et ce qui lui est arrivé, à la fois sur Terre et dans l'au-delà. Et puis le petit dernier qui est sorti il y a quelques semaines, Dans l'ombre du corridor, toujours édité par l'IFRES et bien entendu dicté donc de l'au-delà par Joël Uri. Comment fonctionne tout cela? Joël, quand il arrivera, nous l'expliquera. Il est mondialement connu car on l'a vu. S'il arrive. Comment ça, s'il arrive, Jean-Claude Carton? Mais bien sûr, il va se matérialiser dans 2 secondes. Joël Uri, mesdames, messieurs, Joël Uri, donc le médium psychographe. Je disais, pour ceux qui prennent l'antenne qu'à ce moment-là aussi, il faut quand même un petit peu resituer les choses, que Joël Uri, voilà, il est là, il est comme ça, puis il écrit. C'est ça? Oui, c'est vrai, c'est une situation qui est pas trop contraignante, on va dire. C'est-à-dire que je me laisse aller à cette espèce d'endormissement que certains appellent magnétique ou de conscience modifiée, puis me voilà parti. Alors, Jean-Claude Carton disait, est-ce que c'est pas de la narcolepsie? De là? Narcolepsie. Ah, m'endormir comme ça, ce serait bien que ce soit de la narcolepsie, ça me permettrait quand même de me dire que dans ces moments de sommeil, il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais malheureusement, dans le cas des narcoleptiques, il n'y a pas toujours des psychographies à la clé, il n'y a pas non plus des informations qui sont données, qui sont recoupées, et puis... en tout cas, pourquoi pas? Mais je ne pense pas, quant à moi, que ce soit de la narcolepsie. Ça se fait par décision de la personne. Joël Uri décide de laisser son corps ou sa main... Alors je pense que c'est plus qu'une décision qu'une volonté. À force de faire ces expériences, ça fait maintenant plus de 25 ans, j'ai acquis un biorhythme. C'est-à-dire que mon organisme s'est habitué à entrer dans une sorte de torpeur dans laquelle ma conscience est modifiée pour le coup, puisque je m'aperçois au fil des années de ces expériences que ce que je peux produire, ce que je peux écrire dépasse et de loin mes capacités intellectuelles. Et donc viennent souvent m'accuser, dans le sens où j'écris pratiquement, pour parler assez sommairement, ma propre condamnation, puisque les choses que oui, parce que les choses que je peux écrire vont à l'encontre quelquefois de ce que je pense, et même viennent me mettre à défaut mes propres défauts, mettre à jour plutôt mes propres défauts. Donc je suis dans ces moments-là un petit peu le truchement de quelque chose qui est au-delà de mes convictions, au-delà de ma moralité et au-delà même de mes connaissances. Alors Joël Uri, est-ce que c'est l'au-delà? Pour moi, mon intime conviction fait que je suis persuadé d'être en relation avec quelque chose, un principe intelligent qui survit à la mort du corps des personnes, des gens qui ont été là avant nous, de ceux qui peuvent aussi nous visiter peut-être d'autres sphères d'existence. D'autres sphères d'existence? Oui, c'est-à-dire que je pense que, au point de vue de l'esprit, on peut
aller au-delà de la Terre. Je pense que dans l'univers, il y a plusieurs mondes habités et que par l'esprit, on peut communiquer entre nous, tous. C'était les visions de Swedenborg qui disaient déjà que sur les planètes, il y avait sous d'autres formes de vie, des esprits sur Neptune, Pluton, etc. On en est à ce stade-là? Je pense... Alors, bien entendu, on n'est pas dans les preuves, on est dans les appréciations et dans la potentialité. Et je pense qu'au point de vue de l'esprit, dégagé de toute stéréotype et de toute espèce de folklore, l'entité spirituelle, l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, est aussi proche, à mon avis, du radion ou de la particule, qui fait que c'est une base même de l'univers, qui fait que à ce point-là, on est dans l'élément zéro, c'est-à-dire que c'est une identité universelle qui nous permet d'être reliés les uns avec les autres en dehors des espèces et en dehors de... Joël, je n'ai rien compris. Et vous n'êtes pas, il n'y a pas une entité qui non. vous, là, c'est vous qui parlez. Là. Oui, c'est moi qui parle en fin de compte avec... Donc, vous associez l'esprit à un atome. J'associe l'esprit, pour moi l'esprit est la base zéro. En fin de compte, c'est l'élément clé de l'univers. Je me suis déjà fait engueuler depuis ce matin, mais me faire traiter de base zéro, alors, c'est la base. C'est la base de l'univers. C'est pas le quark, parce qu'à chaque fois on trouve toujours plus petit. Oui, mais je pense que l'élément esprit, c'est l'élément assembleur, c'est-à-dire que je pense. Le vide qu'il y a autour des. C'est même pas le vide, c'est l'élan, c'est la forme de la vie, la forme physique, biologique. Alors oui. Là, on est dans une pure philosophie. De votre part. De ma part, et qui est liée tout simplement à tous les messages que l'on peut recevoir. C'est-à-dire que je n'ai pas inventé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. On vous a présenté comme ça tout à l'heure. Et donc, automatiquement, je ne fais que m'inspirer des choses qui me sont dictées. Et c'est pour vous dire que j'essaye de m'y habituer, parce que dans les premiers temps, et encore aujourd'hui, on reçoit des dictées qui nous dépassent, et on a besoin de les relire plusieurs fois. Mais on arrive à en ressortir une espèce d'archétype d'une philosophie qui essaye de mettre d'accord tout le monde, parce que on décharge la philosophie. On va vous écouter tout le long parce que c'est une merveille. C'est fabuleux avec Joël Uri. En plus, on peut se reposer, hein, Jean-Claude. Oui, mais en même temps, j'ai une question. Y a-t-il des précédents avant lui? Bien sûr. Ah oui, je pense que non, mais nous, on connaît le sujet, mais les internautes qui nous écoutent dans 200 et quelques pays ne savent pas forcément. Mais dans tous les qu'avant pays, Joël Uri, il y a d'autres. Bien sûr. Alors, est-ce que les autres avant, et même très 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 avant, est-ce qu'ils ne passaient pas pour des prophètes? Excusez-moi de poser la question, de mettre les pieds dans le plat dans la religion, mais est-ce que finalement, oh Dieu m'a parlé, est-ce que finalement... Alors, tout dépend ce qu'on appelle prophète. Est-ce que les prophètes ne sont pas ni plus ni moins que des médiums? C'est ça ma question. Et donc, effectivement, quand on se rapporte à toutes les anciennes écritures, dans pratiquement beaucoup de religions, il semblerait que les prophètes soient doués de clairvoyance, de clairaudience, peut-être même aussi, dans certains cas, d'écriture automatique, même de pouvoir provoquer des écritures directes sur des murs, sur des planches. Ouais. Et donc, l'avenir, bien sûr. Donc, on s'aperçoit là qu'on met à jour des principes médiumniques qui tardent encore à être reconnus par la science officielle. Ce que je voulais dire, c'est que actuellement, vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas vous prendre pour un prophète parce que vous savez que c'est pas Dieu qui vous parle, mais que dans les anciens temps, on pouvait se tromper parce que voilà, on s'emballait plus vite que... Je pense que, et puis alors après, on est dans le sentiment là. Oui. On est dans le sentiment et on est dans un petit peu les aspects d'idolâtrie. C'est-à-dire que les gens ont toujours eu besoin, et encore aujourd'hui, de surnaturel. Alors que déjà le naturel qui est autour de nous est forcément très merveilleux. Et que ce qu'on peut considérer comme surnaturel est peut-être en fin de compte qu'une nature encore mal comprise. Je pense que la médiumnité fait partie de ces choses-là. Et que les gens qui ont une ouverture sur ces espèces de parallèles, appelons cela comme ça, eh bien, ont souvent été à tort pris comme des gens à part, des espèces d'élites ou des éclaireurs d'âme, pourquoi pas. Le terme est un petit peu plus joli que des gens qui sont sortis du lot et qui se montrent comme des experts ou des comment je pourrais dire, des docteurs de l'âme. En fin de compte, ça, c'est surfait. Je pense que le médium est un homme comme les autres, ou une femme comme une autre. Il faut rester humble. Tout à fait. Oui, alors là, c'est le côté rose, sympathique de la chose, mais avec le livre, là, dans l'ombre du corridor, c'est le côté noir. Exactement. Car je ne connais pas beaucoup de prophètes qui disaient de la part de Dieu des horreurs, mais enfin là, lui, il n'est pas bien sympa, votre esprit qui discutait avec vous par écriture interposée. Alors oui, cette histoire nous montre, en fin de compte, les rancœurs que l'on peut nourrir de notre vivant et après notre mort, puisque il n'y a pas de passe-droit et que nous mourrons tels que nous
nous avons vécu. Au début, en fait, ça me mettait mal à l'aise et que j'étais assez effrayée de lire qu'on pouvait qu'on pouvait ressentir autant de choses négatives passer dans l'au-delà. Parce que souvent on entend dire voilà, après tout va bien, on est apaisé, on retrouve ce qu'on aime, on s'élève. Et là alors c'est tout l'inverse. Oui. Et en plus je disais que je trouvais que ça durait une éternité, il prenait du temps à évoluer, à se rendre compte de tout le mal qu'il avait fait, à accepter le mal qu'il avait fait, parce qu'il faut aussi le reconnaître. Et donc c'était assez terrifiant. C'est assez terrifiant et je dois dire que quand on a reçu ce message-là, nous avons été très étonnés. Mais on a besoin de comprendre que l'au-delà qu'on veut bien nous expliquer n'est pas forcément celui que l'on va rencontrer. Et que je pense qu'il y a autant d'au-delà qu'il peut y avoir d'êtres humains sur Terre. Et que nous allons mourir avec notre ciel, avec nos rancunes, et nous allons nous créer autour de nous quelque chose qui pourra nous handicaper. Cet exemple n'est pas non plus, comment je pourrais dire, une publicité qui nous démontre que nous allons être mal. C'est son témoignage. Mais au-delà du fait qu'il était terrifiant et qu'il voulait essayer de l'être, à la fin, on se rend compte que tout ça n'avait pratiquement pas de consistance et qu'il était dans l'illusion. Et que souvent, dans notre mort et dans les choses que l'on peut ressentir à ce moment-là, on s'illusionne. Déjà, on s'illusionne beaucoup dans la vie. Sur les gens, sur les choses, sur même les conditions. On se fait tout un monde, quelquefois, de situations qui sont relativement simples. Oui. À plus forte raison quand on est mort. Et du coup, à la fin, oui, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il a vraiment vécu son après-vie? Ou est-ce que ce n'était qu'une illusion? Voilà. Et ça. Il y a un moment où. Et c'est une question qui est assez intéressante parce qu'elle vient un petit peu tordre le cou. Assez, juste assez. Aux idées préconçues parce que en fin de compte tout reste encore à découvrir. Et que ce témoignage-là vient nous montrer que la virtualité du monde spirituel est quelque chose que l'on doit prendre en compte. Et on n'est pas dans une espèce d'image d'Épinal où nous allons être reçus dans un grand jardin où nous allons avoir des collations et où des gens vont nous... Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un vide que nous sommes nous-mêmes construits autour de nous. Si je comprends bien, Joël Uri, ça veut dire deux choses. Il sera fait selon votre foi, et donc les religions ont quelque chose très important à jouer là-dessus, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le monde des esprits, c'est-à-dire que c'est juste du rêve finalement. Attention, la virtualité, le rêve est quelque chose. On n'est pas dans le néant. Enfin, quand je fais un cauchemar, c'est quand même pas vrai tout de même. C'est vrai en tant que cauchemar. Quand je le vis, oui. Voilà. Et il faut savoir que nous sommes conditionnés par notre biologie. Mais l'esprit n'est conditionné par aucune biologie. Il perçoit les choses. L'esprit n'est conditionné par aucune biologie. Diantre. Quand on est malade, qu'on a de la fièvre. Quand on est mort. Ah, quand on est mort, on est tranquille. Alors. Non, mais justement, on est moins tranquille. Ici, on peut se reposer, on peut se cacher derrière un paravent. On peut prendre du paracétamol, tout ça, oui. Quand on n'a plus le carcan du corps, on est là où on pense. Et si on pense mal, on sera mal. Si on pense bien, on sera bien. Oui. Et donc, on rebondit comme un ballon, comme une espèce de bulle. Et c'est toujours délicat, l'équilibre est très précaire dans l'au-delà. Il faut apprendre à être équilibré dès maintenant. Joël Uri, vous avez dit ballon et Jean-Claude Carto aime bien jouer au ballon, donc il a une question, quelque chose à nous dire. Oui, mais tout dépend de la notion que nous avons sur Terre du bien et du mal. Oui. Parce que si c'est mal ce que nous faisons aujourd'hui, en fonction de quoi et de qui? Et imaginez-vous qu'il y aurait une espèce de leçon à retenir de ce livre que je n'ai malheureusement pas lu. Ce qui voudrait dire, je schématise au maximum, ce qui voudrait dire que nous avons intérêt, tant que nous sommes vivants ici, à bien nous comporter pour ne pas ramener nos vieux fagots de l'autre côté. C'est ça. C'est une leçon. C'est une leçon, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est ça, oui, mais le bien et le mal, il faut quand même le définir. Pour revenir au bien et au mal. Ouais. Alors, le bien et le mal, je pense, à mon humble avis, qu'il est défini par des besoins intrinsèques que nous avons tous, qui sont relatifs à notre personne. C'est-à-dire qu'on sait nous-mêmes, d'une manière subconsciente, ce qui est bien et mal pour nous. Et à plus forte raison, on doit pouvoir le comprendre pour les autres. Où commence notre liberté? Où finit-elle par rapport à celle de l'autre? Et le bien ou le mal, c'est des choses qui d'abord nous nuisent à nous. Et que c'est une vraie mesure que nous avons au fond de notre cœur qui doit nous permettre de concevoir que le mal que l'on peut se faire à nous peut faire aussi du mal aux autres et inversement. Et puis il y a quelque chose dans la conscience de toute façon, le bien et le mal. J'avais lu ça, bon malheureusement je me souviens plus du titre du livre, mais on sent
Il y a quand le bien, le mal, pour savoir, on sent qu'il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise. Vous avez de la chance, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des moments où je veux faire des choses bien et puis finalement j'ai fait quelque chose de mal, j'aurais pas dû le faire. Ouais, mais il y a quelque chose. Oui, c'est l'intention qui compte. Ah, je pense, oui. Et puis il y a, au fond de nous quand même, la notion du bien et du mal, il y a quelque chose qui nous le dit quand même. Mais excusez-moi, mais je connais pas mal de gens qui ne vivent que pour le bien et que pour faire du bien. Même les petites mémés qui nourrissent les chats abandonnés, elles le font pour faire du bien, mais qui sont malheureuses comme des pierres et qui quittent cette vie en n'ayant pas vécu à 100% non plus. Quoi. Est-ce qu'à vouloir faire le bien, on remplit notre mission d'être incarné sur Terre où il faut tout vivre? Est-ce qu'on risque pas une fois dans l'au-delà de se dire bah zut, j'aurais quand même dû partir aux Seychelles, vivre ça? Est-ce qu'on risque pas de se dire heureusement il y a la réincarnation, je vais pouvoir en vivre? Oui, mais ça voilà. ça n'a rien à voir avec le bien et le mal. Non, c'est lié à la réussite de la vie. Et une fois qu'on est de l'autre côté, puisqu'apparemment on se promène avec ses bagages, si on a fait que du bien, c'est déjà une bonne chose, mais est-ce que... Voilà. Tout dépend si vous l'avez fait avec ou sans ostentation. Si par exemple vous faites du bien en espérant avoir une place au paradis, oui. C'est un petit peu hypocrite. Ah. Moi je connais des gens qui ont cru faire du mal et qui en fin de compte étaient meilleurs que ceux qui ont cru faire du bien. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Michel Serrault. Vous vous rappelez pas, c'était un monsieur qui était tellement bon qu'il lui poussait des ailes. Oui. Et il voulait absolument les cacher. Et pour les cacher, il voulait absolument faire du mal. C'était pas une auréole plutôt? Non, il avait aussi et il avait aussi après des ailes. C'est une nouvelle du Et ce qui est drôle, c'est que pour essayer d'être vraiment faire du mal, pour se dégager de tout ça, il décide même d'aller voir les prostituées, d'être proxénète. Mais il est tellement gentil en tant que proxénète que ses ailes grandissent encore plus. Donc, en fin de compte, nous, on détermine souvent le bien et le mal selon des archétypes, etc. Mais il peut y avoir des gens qui sont très bons, qui ont un très bon fond et qui pourtant vivent de l'arsen. Moi, j'ai rencontré des gens dans la banlieue parisienne qui, au niveau de la société, faisaient des choses pas belles, étaient un petit peu voleurs, mais qui avaient un fond extrêmement bon. Moi, j'ai rencontré des gens merveilleux qui auraient été prêts même à mourir pour leurs amis et à faire tout pour essayer d'améliorer la vie de ses proches. Alors que d'autres j'ai connu d'autres personnes au contraire qui elles se donnaient l'impression d'être bons, de faire les choses bien, d'aller à la messe. J'ai rencontré ceux qui faisaient les rendez-vous charismatiques à Saint-Sulpice, qui d'ailleurs ont essayé de me reconvertir au christianisme. On va essayer ce soir aussi. Et donc je le tenais même du prêtre qui officiait à Saint-Sulpice, m'ont dit qu'il y avait des gens qui se disaient être faire le bien et qui en fin de compte faisaient des choses. Et une fois quitté la messe, c'était dramatique, médisance et compagnie. Voilà, donc les notions de bien et de mal, je suis d'accord avec toi. C'est des choses qu'on ressent profondément. On le sait, moi, je pense, de notre vivant. Je pense que il y a quelque chose qui est si c'est vers le mal, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas à l'aise. D'accord. D'accord. Pas besoin d'être baptisé pour savoir le bon chemin. Donc, les animaux, c'est pareil. Ils savent s'ils font le bien ou le mal. Écoutez, selon la codification du spiritisme qui a été faite au XIXe siècle, il semblerait que les esprits n'ont pas encore vraiment les esprits incarnés dans les animaux n'ont pas encore la conscience de ce qu'ils sont. C'est-à-dire ils peuvent pas dire, par exemple, moi je suis un hamster et je vis dans ma cage. Ils n'ont pas cette conscience-là. Ils vont devenir, ils sont dans un stade antéhumain, ils vont un jour incarner un homme dans l'évolution, mais pour l'heure, ils sont gérés par des âmes groupes. Comme nous, nos atomes, nous sommes une âme groupe. Des âmes groupes. C'est-à-dire, en fin de compte, ils gèrent plusieurs entités. Ce sont des explications qui ont été données. Les âmes groupes, ce sont des entités spirituelles qui gèrent et qui aident à évoluer certains êtres intelligents comme les animaux. C'est-à-dire c'est un ministre qui s'occupe de ses administrés. C'est très schématique. On n'a pas encore véritablement été jusqu'au bout de la question, puisque à travers des messages récents, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que que justement la relativité du temps et de l'espace font que en nous-mêmes et en un instant, dans l'univers, dans l'éternité, nous vivons tous ces stades végétal, animal et en un instant. Alors, c'est pas un petit peu la religion que j'aime bien d'ailleurs, les idées druidiques, ça. Alors, c'est pas un peu ça?
écoutez, je ne suis pas un expert en druidisme, Ça vous a intéressé? mais ça m'a intéressé à un moment donné, d'autant plus que j'ai une de mes sœurs qui fait partie des druides de Bretagne. Ah, Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est devant son ordinateur elle a intérêt, dites donc, il n'y a ce pas soir. d'embouteillage quand même. avec son conjoint. En tout cas, ce que vous avez ce soir qui vous regarde, c'est Michel qui vous fait un petit coucou du côté de Bordeaux, hein, qui vous avait suivi il y a très très longtemps quand vous aviez monté. Oui, alors je pense que c'est Michel Brassard, Je ne sais pas. de c'est son nom de Michel. jeune fille. Hmm. Et je ne sais pas si elle nous regarde, mais en tout cas, je lui fais un coucou. Effectivement, moi, j'ai commencé à m'occuper de spiritualité. Je traînais un petit peu la rue. Hein, je peux dire que le spiritisme, moi, m'a vraiment sorti d'une mauvaise ornière, puisque j'avais des fréquentations qui étaient un petit peu, on va dire, un petit peu délicates. Vous étiez déjà avec un don ou pas? Oui, j'ai vécu ça depuis fort petit, longtemps. ouais. D'abord, ça m'a un petit peu pourri même ma scolarité. Hein. Bon, je ne souhaiterais pas ma scolarité à mon pire ennemi de ce Bon. que j'ai vécu. Bah oui. Mais bon, en tout cas, on était un petit groupe d'amis Hmm. et on avait voulu tenter les expériences médiumniques. Et moi, j'étais très inspiré à l'époque par ma sœur aînée. Une de mes sœurs aînées qui, elle, avait été intronisée chez les druides. Là, par contre, c'était à Paris. Je me rappelle plus exactement où. Et donc, très inspiré par les triades bardiques, j'avais lu effectivement toutes ces choses-là, mais c'est très loin. Très loin. Mais alors donc, vous aimiez bien l'idée des druides, c'est-à-dire qu'on évolue, on commence pierre, végétal, animal, et puis on continue comme ça. C'est-à-dire que l'être humain, il doit y avoir autre chose, on sera peut-être vénusien ensuite. Enfin, il y a un côté comme ça, progression systématique. Voilà, en fin de compte, la progression linéaire, rien ne se fait d'une manière spontanée, tout évolue, rien ne reste voué à l'abrutissement perpétuel. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'a véritablement séduit. Alors, je suis désolé, je suis totalement idiot, enfin, perpétuel. Vous avez dit le mot là. le côté bêtise perpétuelle, c'est moi j'évolue pas. J'évolue pas, moi j'étais Mais peut-être qu'est-ce que un t'en Ah, âne sais avant, mais Je pense que, au contraire, Yann, tu évolues énormément. Et le fait, tous ensemble... tout le monde évolue, même moi je peux évoluer. je veux Oui, dire. tout le monde évolue. Surtout toi. Et même la personne qu'on aimerait condamner, Oui. eh bien même elle sera un jour vouée à la félicité. Donc, je termine un peu avec l'idée druidique. Et puis on passera aux questions, il y a des questions qui sont Bien arrivées. sûr, bien entendu. Questions des internautes. Hein. Bien sûr, vous continuez. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, à la fin de l'émission, nous ferons €1 pour le plaisir de tous et de chacun. L'idée druidique, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on fait une vie en tant que pierre, une vie en tant qu'insecte, animal, végétal. Enfin, à chaque fois, on change et on a une expérience supplémentaire de vie par le créateur. Et on fait qu'une seule vie d'être humain parce qu'on fera autre chose après ou... Alors, là, pour revenir au druidisme, je ne peux pas, moi, être pertinent dans la philosophie druidique. Mais pour vous, Joël Uri. voilà, pour Ouais. moi. Moi, je n'ai pas assez... Moi, j'ai survolé ces choses-là. Non, mais les esprits vous ont enseigné. Mais vous avez évolué. les entités spirituelles nous ont bien expliqué que l'évolution se faisait graduellement et que même la matière évoluait. Tout évolue. Les atomes évoluent. Mais par après, contre, on a les tous- données supplémentaires qui ont été données, c'est que ces choses-là inventent un temps. Hein, l'espace invente le temps. On est d'accord. L'espace qui me sépare de moi et de Laetitia, c'est un temps. Ma main va mettre un certain temps avant de lui toucher le bras. Mais dites donc. Ou toi-même. Mais dites donc. Voilà. Mais l'espace invente le temps. Mais au niveau de la spiritualité, au niveau de l'esprit, donc ce temps-là est annihilé. D'accord, ben j'ai essayé de comprendre s'il y avait réincarnation ou pas. C'est-à-dire Oui. si quand on avait fini une vie d'homme, on était incarné de nouveau dans une autre planète en tant que Vénusien, ou si on replongeait en réincarnation sur une autre d'homme supplémentaire. Ce qui me fait un peu penser à... Je pense que l'homme se divinisera. C'est-à-dire que je pense que l'esprit humain, plutôt, finira par ne plus être D'accord. incarné. Mais il y a quand même réincarnation. Oui, et dans le témoignage, à un moment, l'esprit dit petit à petit, je vais devenir insignifiant. Oui. Alors pourquoi il redevient Dans l'absolu. En fin de compte, voilà. Alors, c'est ça qui est assez intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il vient nous faire comprendre que notre individualité existe sans la forme. Mm. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rester toi éternellement
sans que tu aies besoin d'une forme pour te reconnaître. Ça, c'est Oui, bien, mais ça. insignifiant, moi je pensais qu'il perdait aussi son âme, qu'il perdait son esprit. Non, je Le côté pense... bouddhique. Je pense que l'insignifiant, déjà, c'est être insignifiant quelque part, c'est n'avoir pas beaucoup de place, c'est ne pas occuper de place. Tu es insignifiant. Oui, On moi te je pensais reconnaît que pas. c'était aussi pas de sens, pas de. On peut le Enfin, comprendre pas comme de ça, mais place, finalement, c'est mais- un grain de sable au milieu du reste, c'est ça, l'insignifiance. C'est bien ça reprend le côté catho, un et indivisible. On reste un et indivisible, Oui. même si on est tout petit à fait. dans l'univers. Vous savez, tout à fait, les valeurs d'échelle sont très relatives. Hein. Je pense que il peut y avoir des choses énormes autour de nous sans qu'on puisse savoir. Lève la main car Jean-Claude Carton va poser les questions via Internet. Les internautes disent « Qu'est-ce que ça va vite ?» Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ça va vite pour vous. Mais oui, mais c'est relatif aussi, ça. Alors, question. On va essayer d'aller moins vite. Existe-t-il un bas astral, recueil d'entités souhaitant investir un corps terrestre en chair et en os? Très bonne question. Je lis les questions telles qu'elles arrivent. Très bonne question, parce que c'était notre inquiétude en lisant ce livre. On disait, mais est-ce qu'ils peuvent continuer de nous infester, de nous embêter, et si on tue un serial killer condamné à mort, est-ce que lui, il peut pas continuer d'influencer? Alors je pense qu'il y a une humanité souffrante, invisible. Tout à fait. Je pense que autour de notre Terre, il y a toute une partie de l'humanité qui est là en végétation et qui va reprendre corps parce que ils ont encore besoin d'évacuer et d'évoluer. Plus en souffrance que ce qu'on peut lire dans l'ombre du corridor. Mais des esprits encore plus malheureux. Oui, mais en fin de compte, oui, parce que il y a des entités spirituelles. Lui, il a eu cette opportunité de pouvoir écrire, de pouvoir libérer son fardeau à travers De l'écriture. trouver l'ivresse. Mais il y en a plein qui sont ne paumés. peuvent pas. C'est comme une cocotte minute sans soupape. J'ai une question là qui m'arrive, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des questions dans la tête. Cette humanité souffrante dont vous parlez, enfin morte dans le bas astral, est-ce que ce serait elle qui viendrait empêcher l'humanité vivante d'évoluer? Ça peut être un boulet, ça peut être un frein, parce que nous sommes tous frères, nous sommes tous liés, et qu'on ne peut pas espérer s'élever en abandonnant les autres. Donc automatiquement, on s'aperçoit que notre évolution, c'est quelque chose de global. On évolue ensemble. On ne peut pas laisser des gens en arrière. Et notre fraternité terrestre, nous avons besoin qu'elle évolue en même temps que nous. Donc, nous sommes obligés de toujours de tirer les autres vers le haut. Et naturellement, quand on a des entités spirituelles qui font partie de notre famille, qui restent en arrière, eh bien, ça nous empêche quelquefois. Oui, mais ces boulets dont vous parlez, j'aime bien le terme boulet, c'est vrai. Il pourrait pas nous lâcher un peu? Non, mais c'est vrai, Mais quoi. je suis tout à fait. C'est vrai qu'il y a souvent des fois, on se dit, on se retourne et on est consterné. On se dit, mais mon Dieu, essayez de vous secouer un petit peu. Alors il se secoue pas, Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas tout faire, nous, sur Non, mais par contre, on ne peut pas, on a besoin, et je pense même que notre colère, quelquefois, qui peut surgir, notre envie de les secouer, bah justement, sert à ça, sert à leur faire un choc pour qu'ils puissent un petit peu se bouger et eux-mêmes s'élever. Mais à chaque niveau, il y a quand même des gens. Nous, vous gagnez des choses. On a des gens qui sont derrière nous qu'on traîne, mais les gens qu'on traîne, ils ont eux-mêmes des gens derrière eux qui traînent aussi. Comme quoi, même dans l'au-delà, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Ben oui. Alors, ça veut dire déjà que l'enfer, faut bannir cette conception de l'enfer où on va laisser mijoter pour l'infini les mauvais gens. Non, il faut justement les sortir de l'enfer. Il n'y a pas. Oui, je pense que c'est dangereux, non, d'essayer de les sortir de l'enfer. On peut pas imaginer un Dieu même juste infiniment juste et bon qui puisse vouloir la mort de l'impie. Ah oui, d'accord, mais il y a une autre version de l'enfer, c'est le néant. C'est-à-dire que Dieu étant juste et bon, si tu veux pas aimer Dieu et si tu veux pas le rejoindre, ben il te laisse dans le néant. C'est un peu une forme d'enfer aussi. Oui, mais je ne pense pas que Dieu, justement, dans son infinie grandeur et bonté, puisse un jour, demander à une créature qu'il sait imparfaite de faire ce choix ou d'essayer de le punir parce qu'il n'a pas réussi. Punition non, mais il nous laisse libre. Donc si on veut pas le reconnaître et aller vers lui, il nous laisse libre. Il nous laisse même l'éternité. Et puis vraiment, est-ce que Dieu se préoccupe encore de nous? Ah oui, oui, mais enfin c'est plutôt les anges qui devraient se secouer un peu plus quand même. Voilà, Dieu. Moi j'ai toujours pensé que Dieu il avait fait son boulot. Maintenant démerdez-vous. Ah non, mais il continue. Non, on lui reproche il m'a beaucoup de choses avant-hier, encore. tu sais, Jean. C'est vrai. Bah oui, il est débordé. Il était dans les embouteillages, je te raconte pas. Autre question. Si le médium psychographe en question parvient à venir au studio, mais oui, il est là, donc je lis, a-t-il reçu des messages d'entités extraterrestres, dites évoluées, ayant vécu sur d'autres planètes habitées? Ça y est, on est parti
OVNI. Oui. On a reçu des messages d'entités spirituelles qui ont vécu, qui ont survolé d'autres univers, d'autres civilisations. On a reçu des messages comme quoi effectivement il y avait plusieurs terres, plusieurs mondes habitables dans notre méga univers. Et il y a même des entités spirituelles qui nous ont dit qu'ils avaient été incarnés dans d'autres corps et sur d'autres planètes et qui se communiquaient à nous comme un esprit terrestre. Oui. Sur ce côté druidique, on continue dans d'autres créations de Dieu, peut-être, d'autres humanoïdes, d'autres planètes. Alors, par contre, ils nous ont bien expliqué que la forme humanoïde était une forme qui était très répandue, mais qu'il y avait quand même des nuances qui pouvaient être pas effrayantes, mais qui pouvaient nous paraître spéciales. Oui, je me doute, oui. Je vous posais la question pour Louis, cet esprit dans le livre, dans l'ombre du corridor, qui s'en est un petit peu sorti grâce à vous, parce qu'il vous a trouvé. Je vous posais la question, comment il vous a trouvé, Louis, lui? Vous comprenez ma phrase? Je vais vous la refaire, hein. Parce que il y en a d'autres qui sont paumés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment donné dans l'histoire, on devine qu'on parle de moi dans un cimetière. Ah, c'est comme ça qu'il errait dans le cimetière et il s'est dit, oh lui, je le sens. Il a été raccroché. En fin de compte, il semblerait qu'il y a des entités spirituelles à côté de nous qui se servent de ce média pour emmener des entités spirituelles promptes, non seulement à s'éveiller, mais aussi à faire en sorte que leur éveil puisse servir à d'autres. Parce que c'est le principe du livre. En fin de compte, ce témoignage-là n'est pas gratuit. Dans le sens, c'est une sorte de pavé dans la mare. Il est là pour non pas répondre à des questions d'une manière formelle, mais pour susciter l'interrogation. Je veux dire, attention, vous allez devenir comme moi, vous allez être aussi paumé. C'est très pervers pour que nous continuions à nous poser des questions. Donc, je pense que le questionnement est très important. Il n'y a pas véritablement de formule, il n'y a pas de solution fixe. Ah, ça c'est bien, ça change du discours habituel, parce qu'il y en a qui arrivent. Ce que j'ai dit, c'est ça. Non, ça serait mal. Alors là, franchement. Mais Joël, je vous assure, là. Oui, mais c'est pas le style de Joël. Ça, ils sont morts, ils sont revenus. Oui, parce que c'était par rapport à une question qu'avait abordée un tout petit peu tout à l'heure Laetitia. À propos des NDE négatives. Vous savez que c'est très à la mode, les NDE, depuis pas mal d'années, surtout en ce moment. Pour se faire de l'argent, là, il y en a un paquet. On ne dira pas le contraire. Mais peu en parlent. Pour de bon, comme ça, pour dire on est là dans l'argent. Oui, il y en a qui sont là dans l'argent. Mais justement, ces NDE négatives seraient-elles consécutives à des possessions d'entités malfaisantes? C'est possible. Ça fait partie du domaine de la... Il y en a de plus en plus alors. De la possibilité. Pourriez nous lâcher un peu? Mais oui, alors comment on fait pour se débarrasser de ces entités malfaisantes? Il faut pas s'en débarrasser, il faut les aider à évoluer dans le bon sens. Écoutez, Alors, attendez, deuxième question. Je mets un paquet parce qu'après je pourrais plus en placer une. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de vos anciens... Continuez, c'est très bien. Peut-être plus lentement. Oui, je vais essayer d'être plus lent. Deuxième question, vous parliez des ancêtres qui ont moins évolué que d'autres et qu'on se les traîne et qu'on est là aussi pour les aider. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la religion qui demande de prier pour ses morts a raison. C'est bien de prier pour ses morts, la Toussaint, tout ça. Je pense que c'est très bien de prier. Bien. Ah oui. De prier ou de penser à eux. Ah oui. Parce que ils font encore partie de cette humanité invisible. Mais de prier, d'accord. Alors on prie, on leur dit quoi? Surtout dirigez-vous vers la lumière, les copains, restez pas dans l'ombre. Qu'importe les mots. Ça peut être je pense à toi, ça peut être avoir une bonne image de quelqu'un qu'on a aimé. Je suis sûr que t'es avec moi, je suis sûr que t'es bien. C'est une prière. Ils sont dans l'oubli, dans le désarroi, dans le néant. Toute pensée que l'on peut avoir, positive ou négative pour les personnes, ces personnes reçoivent cette influence spirituelle. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Il y a eu même des expériences qui ont été faites dans certains hôpitaux où il y avait des gens qui étaient sous médicaments, donc une partie de personnes, une cinquantaine de personnes qui subissaient donc un traitement, et parmi ces personnes-là, il y en avait une trentaine qui subissaient en plus des groupes de prière. Eh bien, ils se sont aperçus au fil du temps que les médicaments étaient mieux assimilés par les personnes qui recevaient des prières sans qu'elles le sachent, naturellement. Et donc, dans l'au-delà, pareil. Oui, exactement. D'accord. On reprend une autre question ou j'enchaîne? Je sais comme vous voulez. Monsieur. Non, j'ai une autre question. La vie de Joël, bien que s'étant améliorée à partir d'une certaine étape de vie, comment le vit-il au quotidien?
toujours aux prises avec des esprits, parfois bons, donnant et n'exigeant rien, ou peu en retour, parfois mauvais, exigeant tout de suite. Mais peut-être, rajoute Vincent, je maîtrise mal le sujet. Pas du tout. Très bien. La vie que je peux mener au tout début, quand j'ai commencé ma médiumnité, c'est quelque chose qui était très perturbant. Je dormais mal, je voyais des choses, j'entendais beaucoup de choses. Ça m'a perturbé beaucoup. Ce qui a fait que j'ai énormément fait d'expériences. Je faisais ça pratiquement tous les jours pendant des heures. Expérience. D'écriture automatique, de mouvement d'objets, Vous faisiez bouger des objets. de télékinésie. Je faisais Faites de la télékinésie. J'ai fait ces expériences-là, oui. Et donc j'ai essayé avec justement mes copains, mes amis que j'avais à cette époque-là. On a fait beaucoup d'expérimentations. Au fil du temps, naturellement, j'ai réussi à apprendre à vivre avec. Pour moi, la médiumnité a été très vite. J'ai compris que c'était quelque chose qu'on avait rajouté, un fardeau qu'on m'avait rajouté, mais que je ne devais pas ignorer. Je devais faire face à cette chose-là et vivre avec. Aujourd'hui, 30 ans après, je me sens bien. Vous l'avez transcendé, ce fardeau, vous l'avez transcendé Voilà. pour une spiritualité intense. Exactement. En fin de compte, j'entends toujours des choses, mais aujourd'hui, j'entends plus quand je dévie. Mais quand je suis dans ma route, on me laisse tranquille. Alors qu'avant, c'était systématique tout le temps. Donc vous pouvez plus vous concentrer, fermer les écoutilles, si je puis dire, à Oui. certains moments. Aujourd'hui, Donc vous êtes moins attaqué par des mauvais esprits, ce qui était plutôt le cas au début. oui, j'étais un petit peu ennuyé. Mais vous savez, quand je ne fais pas de différence entre les mauvais esprits, qu'on dit mauvais esprits, qui est un terme un petit peu péjoratif, et les mauvais hommes. En fin de compte, j'ai appris, je vis dans une banlieue qui est en difficulté, que en allant vers les gens qu'on regarde d'un mauvais œil et de gens qui émettent la peur, en allant vers eux avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'amitié, eh bien les murs tombaient. D'accord, mais vous faites la différence entre les mauvais hommes ou mauvais esprits et les bons esprits et les bons hommes. Oui, on n'a pas du tout la même façon d'aborder les choses, mais je ne les condamne pas. Non, vous les condamnez pas. Pour vous les moi, jugez pas. un homme que je vois dans la rue est un éventuel ami et non pas un éventuel ennemi. Et c'est pareil pour les entités C'est tout à spirituelles. votre honneur, d'accord. Et grâce à vous, certaines entités spirituelles peuvent s'en sortir comme ce Louis, qui a quand même... Ça, au début, on a eu peur. Au Ok. début, on a cru qu'ils allaient tout péter Moi là-dedans. aussi. Oui, parce que, dites donc, on nous explique quand même que le médium avait des mimiques, Oui. il était un petit Oui. peu en tremblement. Oui, il y a eu des moments de frayeur, hein. Et il fallait qu'on vous préserve. Hein. Et mais il y en a une, par exemple, que ma conjointe, qui n'est pas là ce soir, Laurie, elle a jamais eu de ressentiment contre cette entité spirituelle. Au contraire, elle l'affectionnait. De Elle l'empathie. sentait quelque chose. Voilà, elle avait de l'empathie, très juste. Et donc, elle trouvait même quelquefois que c'était assez drôle ce qu'il écrivait. Il y a un certain Un certain humour noir. certain mais un certain humour. humour. Est-ce que vous avez eu dernièrement des entités encore plus sombres que cela et que vous en êtes débarrassé parce que vous ne pouvez pas supporter certaines choses Oui, alors quand je ressens des entités spirituelles qui viennent à moi et qui, lors de certaines expériences, aimeraient passer Faites le la tri. porte, je n'ai qu'à faire une espèce spontanément, même pas une pensée. C'est même pas une pensée formulée. Je sais que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui m'aide, une entité spirituelle, d'accord. et automatiquement, l'entité. Elle fait le tri. Je n'ai même pas besoin de dire va-t'en, laissez-moi. Ne soyons pas grandiloquents dans ces espèces et restons simples. Ouais. Et la médiumnité est quelque chose qui est simple, qui est limpide. On n'a pas besoin d'habits, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Restons simples. D'accord. Et là, vous avez un guide spirituel, c'est ça que vous êtes en train de Oui. me dire, qui vous protège. Oui, mais c'est des entités spirituelles qui nous aiment, comme un père, comme une mère. Des gens qui viennent, avec qui on a eu l'habitude de travailler et qui nous aident. Très bien, Joël Uri. Plusieurs livres donc édités par l'IFRES qu'on peut retrouver sur Internet. On en a déjà parlé avec Jean-Claude Carton avant que vous étiez arrivé. Je sais pas quoi. Oui, Dans mais l'ombre du corridor, vous avez bien fait. c'est le dernier livre. Daniel, je sais pourquoi, c'est un peu plus rose, c'est un peu plus sympathique. Bon, c'est un peu plus réincarnation, hein, quelque part. Oui. Hein. Bon, ben voilà. Et puis aussi d'autres, il y en a d'autres. Et puis il y a celui-là aussi, cahier de messages spirites. Bon, je compte les trois, mais il y en a plusieurs. Il y a une question. Une autre question. Je voulais juste te dire, vous étonnez pas, c'est un peu le principe d'élévation en direct. Même pas en direct. On pose plein de questions, puis de temps en temps on n'a pas les réponses, mais c'est bien de poser les questions en priorité. Anne pose la question, JC, que pense-t-il des boules lumineuses? Les boules lumineuses, alors ça dépend lesquelles. Les orbes,
les... JC. Oui, peut-être les orbes. JC, c'est parce que c'est JC, Joël. c'est moi. Ah, c'est toi. JC, Ah, d'accord. oui, c'est moi. Ah, Jean-Claude. Jean-Claude. Oui, les orbes, je pense que Les orbes. t'as pas Avant fait que ce soit la allusion décoration à... de Noël, on sait pas. Est-ce que l'on peut penser justement les orbes? J'ai animé une émission il y a plusieurs mois avec une grande spécialiste que tu connais, Marie-Emilia Vanier, Ah, qui oui. est une des rares femmes en France à bien connaître les orbes. Est-ce que on pourrait raisonnablement penser, c'est sa version à elle, que les orbes sont des esprits de personnes décédées qui viennent encore nous faire des petits coucous? Pas toutes, oui. Ouais. Dans certains cas, nous sommes en face d'une manifestation spirituelle matérialisée. Un petit peu comme dans la transcommunication, il y a des images qui sont des pareidolie, c'est-à-dire tout simplement des formations que notre cerveau nous impose, parce que nous avons, nous, cette fâcheuse tendance, les êtres humains, à essayer de reconnaître des choses dans toutes les formes. C'est comme ça qu'est fait notre cerveau. Donc c'est pareil pour les orbes. Il y a des fois où ce sont des simples tâches ou des choses qui prêtent à l'imagination, et d'autres fois où effectivement on ne peut plus parler de pareidolie, surtout quand le phénomène évolue en intensité. Ah oui. Si par exemple la personne photographie toujours de la même manière, avec toujours le même appareil photo, et qu'au fil du temps, C'est pas pareil. ces orbes se définissent, sont de plus en plus nets, on ne peut plus parler de pareidolie, parce que la pareidolie est un petit peu un hasard de constitution des formes, et donc là il y a une évolution d'un phénomène qui dépasse les lois de la probabilité. Alors, mais il y a mieux. Dans le laboratoire de l'IFRES, c'est pas des orbes, ce qu'on voit, c'est des visages. C'est Des mains, visages, des c'est- chiffres, c'est- des lettres, c'est vraiment et des, flagrant. et des formes de plus en plus abstraites. Et mardi dernier, donc, Qu'est-ce qui vous est arrivé mardi dernier? on a reçu une forme où on voit très nettement des espèces de tuyaux, une espèce d'objet qui est indéfinissable. Et ce qui est drôle, c'est que vous voyez cette brume donc qui est enregistrée, et quand on passe la vidéo image par image et qu'on voit sur une image cette formation, comme si d'un seul coup la brume était prise dans un moule. Tridimensionnel? Oui, et pouf, et d'un seul coup, cette brume repartait à son état de fumée. Ah oui, oui. C'est- Hop. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors malheureusement, nos photos sont encore trop floues, trop troubles. Oh, mais c'est déjà magnifique, on reconnaît quand même sa belle Oui, mère. oui, mais- Il y a pas- Mais on a besoin de... Mais il faut aller plus loin. Voilà. On peut pas s'arrêter là, on ne peut pas non plus se dire être arrivé à une finalité. Non, nous sommes encore trop, quelquefois dans l'interprétation, nous sommes encore trop dans le contraste des images. Nous devons travailler encore. Donc, vous n'avez encore aucune conclusion. Non, Vous aucune. êtes dans la recherche, ce qui est intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y en a tellement qui disent, tu sais ce que De Gaulle disait. Bon, j'ai pris des photos tout à l'heure de vous trois Qu'est-ce qui paraît? Oui, nu. avec un appareil portable, Ah oui. d'accord? Et je viens de les regarder, je vous les enverrai. Mhm. Il y en a quelques-unes. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, rien. Ah bon. Simplement que j'ai la conviction que nous ne sommes pas que tous les quatre. Ah oui, moi, mais je peux vous le certifier, je peux même vous Nous sommes confirmer. d'accord, hein? Mais tu Oui. as des visions, Joël Uri? Non, mais je Ou ressens tu très le nettement ressens la présence. Dès que je commence à parler ou que je commence à m'exprimer, Ils sont autour de toi et puis je ressens très ils te nettement. chauffent et puis- C'est alors moi ça s'interprète par une espèce de sensation d'être sous. C'est-à-dire que j'ai comme si j'avais bu un petit peu. Mhm. Donc je sais à ce moment-là Qui sont là. qu'ils commencent à Et ils m'aimer. sont avec toi pour toi. Oui, non, pas pour moi. Mhm. Ils sont, en fin de compte, le propre du médium, le médium qui veut servir une cause, c'est quelqu'un qui s'oublie pour les autres. En fin de compte, c'est faire en sorte que un message soit donné, mais un message relativement simple. On est bien tous ensemble. Et on va rester ensemble. Alors on va déborder, Jean-Claude. On va déborder. On va mettre un petit peu de musique. Comment? Pourquoi? Un petit peu. Techniquement Non, parce que parlant. Anne vient de m'envoyer une vidéo Qu'est-ce qu'elle a? et j'aimerais vraiment que Et on va reparler Joël de tout puisse ça. en prendre connaissance. Non, vous n'allez pas pouvoir le voir Si, parce que si, parce qu'on je suis va devant mettre un mon peu de écran. Oui, mais Oui. on va mettre un peu de musique. On va voir la vidéo de Anne et De on va se Anne. retrouver. D'accord. Et techniquement, il faut que je change mes petites caméras, tout ça, donc ça sera parfait et on va continuer cette discussion passionnante toute la nuit. Alors, Valérie écrit moi, je ne crois pas au médium. C'est personnel. La plupart se foutent de notre gueule et moi, ma gueule, j'y tiens. Il y a de l'humour en même temps Mais et alors Valérie, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire qu'il y a tellement de charlatans que, à la limite, vaut mieux pas y croire. Comme ça, on tombe pas sur un charlatan, parce que au niveau statistique, on tombe sur un mauvais, quoi, les trois quarts du temps. Faut déjà faire attention à tous ceux qui demandent de l'argent. Voilà. Et c'est pas le principe de Joël. Vous êtes médium, Joël. Un coup je le tutoie, un coup je le vois, ça dépend de l'heure. Hein. Mais
Vous ne demandez pas d'argent du tout Vous faites des consultations? Non. Ah non. Ah bon. Non. Ah oui. Vous êtes juste dans l'association, dans la recherche. On est dans la recherche. Nous, pour l'instant, on n'est pas là pour faire du prosélytisme ni pour essayer de convaincre les gens. On est là pour susciter l'interrogation. D'accord, vous montez pas une secte. Non. Voilà. Et alors vous avez un autre travail. Oui, je suis fonctionnaire territorial. Comme tous les autres membres de l'association. Oui, on a tous voilà. notre travail. Oui. Mais ça coûte cher quand même de monter ces instruments. En fin de compte, on a créé une association avec des adhérents. Et c'est comme ça que vous tournez. On tourne comme ça et on met beaucoup d'argent de notre poche. Voilà. Et puis on tire des livres un petit peu et Alors pour vous aider, c'est quoi? Faire des dons sur votre site internet ou acheter les livres? Voilà, tout simplement. Mais est-ce que vous vous sentez pas un petit peu phagocyté par ces esprits qui vous disent de faire ça Ils nous disent justement jamais, ils nous disent de faire ça. Ah, zut. C'est en fin de compte, ils ne donnent aucunement d'ordre. Non. Justement, on fuit comme la peste les entités spirituelles qui pourraient nous donner des ordres ou nous dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ils sont toujours dans la démonstration, ils sont toujours dans la relation de cause à effet et qu'ils essayent toujours de nous expliquer le chemin à parcourir en nous montrant certains déboires et après ils nous laissent libre choix. Vous pourrez faire comme ça, vous irez là, vous pourrez faire comme ça, vous arriverez là, vous pourriez faire ça, ça vous arrangera. C'est tout. C'est tout. Mais ils interviennent pas plus. Ils nous disent jamais quoi faire à notre place. Jamais ils vont endosser notre responsabilité. Je sais que tu es contre les jeux de hasard, je sais que les esprits qui sont autour de toi ne sont pas du tout dans le côté matériel et à vous aider même financièrement. Mais bon voilà, il va falloir, même pour les esprits qui sont autour de toi, parce que tu n'es pas seul quand on fait cette émission, je reprécise qu'il va falloir quand même nous donner les numéros de l'euro-million. Je pour le commence 22 à novembre. comprendre pourquoi, depuis le début de cette nouvelle émission, sur la Web TV Étoile du Cœur, tu veux à tout prix. Ça y est, j'ai compris. Ah, c'est pas fini, Mais c'est tu es un matérialiste, Complet. Yann-Éric. Tu es un matérialiste. Tu penses que en ayant des médiums, ils vont te donner le... Mais attends, s'ils connaissaient les numéros, il y a longtemps qu'ils auraient joué pour eux. Oui, Mais bien oui. sûr, c'est pas pour ça, tu t'en doutes bien. Et que Joël financerait son association. Alors justement, pourquoi ils sont pas dans le concret, nos amis de Ils sont pas Lausanne, cons, ils sont pas matériels. Ben oui, pourquoi ils nous aident pas? Ils savent bien que c'est difficile sur Terre. Il y a un autre qui va gagner l'euro-million du 22 novembre, il le mérite même pas. Tandis que nous on est des On saints. sait pas s'ils le méritent pas, on sait pas. Alors écoute, tiens, alors là, le 22 novembre, pour moi, c'est un jour très 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 important. C'est pas le mien, c'est le jour, la naissance de mon papa. Le 22 novembre 1922. Il est parti depuis. Papa, tu peux nous donner un petit coup de main tout à l'heure? Voilà. Hein? Alors, Joël Uri disait qu'il ne les voyait pas, mais il les sentait autour de lui, les esprits. Alors déjà, vous aviez tenté le coup avec Oui, les esprits dans les pour tout le débuts. loto. Qu'est-ce qui s'était passé? À chaque fois que l'on essaye ce genre d'expérimentation, forcément, à un moment donné, on est tous amenés à se poser la question, mais est-ce qu'on pourrait pas, par cet intermédiaire, recevoir les numéros du loto? Ah, tiens. Donc automatiquement, on a tous pensé à ça. Quand on fait de l'expérimentation, on veut voir si ça marche. Et j'ai fait 2 tentatives, une ensemble en séance. C'était un de mes collaborateurs qui disait qui a posé carrément la question. Suivant, parce que c'était à l'époque où on devait acheter pas mal de matériel. Ah bah tiens. Et il a dit, mais vous pourriez pas nous aider avec le numéro du loto? Et là, les entités spirituelles ont botté en touche, ont dit, ne nous prenez pas pour la poule aux œufs d'or, ou vous seriez automatiquement rayés de nos annales. Vous avez d'autres moyens pour arriver à vos fins que d'attendre la fortune. Et la deuxième tentative, je l'ai fait avec ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle jouait toutes les semaines au loto, et quand moi j'ai commencé à psychographier, je m'étais dit tiens, et je faisais aussi à cette époque-là des exercices de psychométrie, la mémoire des objets. Et donc j'avais tenté le coup en disant allez, tous les numéros qui vont apparaître dans mon esprit, dans mon fort intérieur, entourés d'un cercle, seront les bons. Donc j'attendais, et effectivement à un moment donné est venu des numéros entourés. J'en ai eu 4 que j'ai joués, ils sont sortis. Ah, Mais j'en ai eu que 4. Que 4. Mais vous aviez joué 4 numéros seulement? Non, on avait joué 6. 6. Parce que j'ai jamais eu les autres. Vous aviez visualisé 4 numéros? Oui. Et vous aviez joué 2 autres numéros comme ça au hasard? Oui. Ah d'accord. Et les 4 visualisés sont Oui, sortis? et ça, ma mère en a été témoin. Et donc le truc, c'est que on m'a fait comprendre que c'était possible, mais que c'était absolument pas souhaitable. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, il y a même Hélène Bouvier qui avait réussi à faire ça avec Aussi, oui, effectivement. avec ouais. le tiercé. Ouais. Et elle l'a fait en face de plusieurs témoins.
Donc c'est possible, mais ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. La médiumnité, on n'est pas là pour résoudre les mystères d'Éleusis. Hein. On n'est pas là non plus pour essayer de faire en sorte que on trouve comment guérir le cancer ou comment guérir le sida. Il n'y a pas de dérogation à notre besoin d'évoluer et de s'amender. Donc les entités spirituelles, on les prend pour qu'ils ne sont pas des génies. Hein, on n'est pas à frotter la lampe. Des bons génies, oui. Donc, parce que vous savez, dans le monde, ils n'interfèrent pas dans notre vie matérielle. Et souvent, ils ne le terrestre. peuvent même pas. Souvent, il y a quelques fois. Le libre arbitre qui est principal. Mais peu d'entités spirituelles peuvent savoir les numéros du loto. Oui. Peu. Et puis, Parce qu'ils n'ont plus Dieu pour appréhender ces numéros-là. Vous savez qu'ils perçoivent les choses à travers nos sens. Ils n'ont plus de sens. Ils perçoivent les choses d'une manière intrinsèque. Ils ne perçoivent plus les formes. Donc pour eux, vous leur parlez de numéro du loto, D'accord. Pour information, mais je la fais courte. Hein. Donc là, c'est l'euro-million du 22 novembre. Il faut trouver combien de numéros déjà? Je sais même pas comment ça. 5 numéros entre 1 et 50. Entre 1 et 50, 5 numéros. Où êtes-vous? Et je me moque pas. Hein. Attention. Non, je me moque pas. Non, promis, non. 2 étoiles aussi entre 1 et 11. Pour ceux qui ne connaissent pas 1 et 11 ou 1 et 9? Entre 1 et 11, Oh, 2 numéros. D'accord. Et entre 1 et 50, 5 numéros. C'est aussi valable pour vous, internautes. Vous nous envoyez à coup de pendule ou je ne sais quoi vos numéros. On les dit tous à l'antenne et après on fait un mélange. Vous choisissez ce que vous voulez. Et puis on tombera peut-être sur les bons numéros. Nous sommes à côté donc de Joël Uri, membre de l'IFRES, avec 3 livres dont on va redonner les titres. Il y en a d'autres d'ailleurs. Il y en a un qui est en train d'être reçu en écriture automatique actuellement. Oui. Dans l'ombre du corridor, Daniel, je sais pourquoi, j'avais le cahier des messages spirites, c'est déjà un petit peu ancien, Oui. avec l'esprit Jean, c'est pas l'esprit de Jean Prieur. Et puis celui qui est en train d'être écrit, raconte quoi? Allez. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait prénommer Stéphanie, qui nous raconte son histoire. Alors elle est morte à la suite d'une transplantation cardiaque. Ah zut. Et elle explique, là en ce moment elle en est au stade où son greffon ne tient pas. Et donc elle explique tout ce qui peut lui passer par la tête depuis le moment où elle a reçu un cœur qui n'était pas le sien. Elle a vu son comportement changer, certaines pulsions sexuelles apparaître qu'elle n'avait pas avant. Et elle se sent changer au plus profond d'elle-même. Et elle perçoit une image récurrente d'un jeune homme qui lui sourit d'une manière assez bête. Et elle sait pas pourquoi, elle pense qu'elle devient folle. Certains des médecins, elle pensent que c'est dû à ses montées de fièvre. Et en fin de compte, au fil de l'histoire, on s'aperçoit qu'elle est en train de mourir. Et donc, on pense qu'elle va passer de l'autre côté, qu'elle va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette transplantation. Genre le jeune homme, c'est celui qui avait le cœur Exactement. avant. Et c'est un peu le livre qui est sorti il y a de ça 2 ans, de Charlotte Valandré. C'est un peu ça aussi qui s'est fait. Je sais pas. Oui, c'est un peu ça. Enfin, sauf qu'elle est toujours vivante, heureusement, Charlotte Valandré, mais qui explique que le cœur qu'on lui a transplanté, voilà. Là, il semblerait qu'il y ait vraiment un rapport très étroit entre les donneurs et ceux qui reçoivent les organes. Ouais. Est-ce que tout est défini à l'avance? Est-ce que ce donneur d'organes, dès sa naissance, c'était prévu qu'il donne son cœur? Parce qu'on parlait de libre arbitre et là, ça casse un peu. Oui, non, alors je ne suis pas sûr que les choses soient écrites à l'avance. Je pense qu'il y a des multitudes d'univers qui se créent à chacune de nos actions. C'est-à-dire que on est dans le domaine du possible et de la potentialité. C'est-à-dire que quand on rentre dans la vie, on a des multiples possibles qui sont tous envisageables, tous viables, mais ne vivront et ne seront effectifs que ceux qu'on observera. Donc ceux qu'on vivra. Mais il peut y avoir autant de possibles de nous qui s'étendent dans l'univers comme un arbre. C'est-à-dire que tout est prédestiné, mais il y a un choix à faire, donc on se promène. N'importe quel chemin qu'on peut prendre, on ne sera jamais égaré. C'est une bonne nouvelle, ça, Jean-Claude. Et une bonne nouvelle, c'est une autre question de Vincent. Peut-on distinguer les guides spirituels censés être plutôt positifs pour notre âme ici-bas? Alors vous savez, nous on part du principe qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon esprit donne toujours de bons conseils, un mauvais esprit se fourvoie au bout d'un certain temps. On ne peut pas communiquer avec les esprits pendant 25 ans et au bout du compte s'apercevoir qu'ils sont mauvais. On se sera aperçu bien avant. Les esprits qui veulent nous induire en erreur vont très vite se fourvoyer dans l'inconnaissance. Puis il y a le guide spirituel qui veille. Voilà, exactement. Un seul guide spirituel? Non, je pense qu'on peut en avoir plusieurs. Maintenant,
ça dépend des individus. Je pense que les entités spirituelles sont tellement en interaction les uns avec les autres que un peut se transformer en 1000 de manière spontanée. Qu'est-ce que vous faisiez sur le cimetière là pour récupérer ce... J'étais interviewé pour une émission de télévision. Ah, c'est la télé qui vous a mis dedans. Ah oui, d'accord. Mais alors, pour ce témoignage-là, au début, vous vous êtes pas dit, mais Si. on n'a pas envie de communiquer Mais avec pour les lui. deux, Ouais. à chaque pour fois, Daniel. même pour Daniel, ça commence très mal. Ouais. Et pour Louise aussi. Alors, on est toujours un petit peu... Alors, la Stéphanie, là, elle commence par son journal intime. Mhm. C'est très drôle. Mm. C'est une petite jeune fille. Elle nous raconte un petit peu ses déboires et la façon dont elle a du mal à respirer due à l'atrophie de son cœur. Mais à chaque fois, les histoires commencent d'une manière assez étrange, Ouais. effectivement. Parce que Louis, quand il raconte qu'il veut se venger parce que sa femme, elle a un amant, donc on est un peu de son côté. Mais après, il est tellement dans la haine et puis tellement furieux alors- qu'on l'aime pas, quoi. Non, on l'aime pas. Donc vous avez pas eu envie de l'abandonner? Non, pas du tout. Non, parce que Laurie l'a soutenu. Oui, La compagne il y a Laurie qui Parce avait de que l'empathie, on- mais sinon. On est dans l'expérimentation. Donc nous, en tant qu'expérimentateurs, on observe. Oui, mais du coup, vous avez pas peur qu'il vous fasse du mal? Ah non. On sait se Vous vous défendre. sentez protégé. Oui, on se Mais, défend. mais pourquoi? Protégé par qui? Par quoi? Le guide spirituel uniquement. On est dès l'instant qu'on va dans cette expérimentation avec beaucoup de sincérité et beaucoup de recul, Oui. on est protégé. On craint rien. Non, ceux qui Si on y va pour s'amuser, là, on est mal Et- parti. si on y va dans l'esprit d'être donneur de leçons, Déjà, zéro. c'est pas bon. Si on y va dans l'esprit De tester. de vouloir en avoir un acquis, c'est pas bon. Il faut faire quelque ça sans ostentation. Il faut essayer d'avoir une curiosité saine parce que la nature n'a pas livré tous ses secrets et qu'on peut très bien aussi se fourvoyer. Or, le seul moyen de s'apercevoir si oui ou non on est dans l'erreur dans cette recherche, c'est d'aller jusqu'au bout. Ah oui, dites donc, vous n'avez pas fini quand même. Ah non, on n'a pas fini. Et on espère qu'après notre passage de l'autre côté, d'autres personnes prendront le relais. Vous savez, les spirites du 19e siècle avaient créé l'Institut métapsychique international. Oui. Où il y a eu des expériences formidables qui ont été faites. Et malheureusement, c'était reconnu d'utilité publique. Aujourd'hui, les expériences qui sont faites n'ont plus du tout rien à voir avec les précurseurs. Ouais. Et c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir continuer ces expérimentations sans a priori. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il a des expériences chez lui, des phénomènes, on ne doit pas en rire. On doit essayer de comprendre. Ça peut être effectivement quelqu'un ou qui a des problèmes psychologiques, ça arrive, Ah, Bien sûr. ou quelqu'un qui a des vrais phénomènes d'antise chez lui. Il faut savoir observer. Joël, j'ai deux questions Oui. à vous poser, toujours les miennes. Hein. Êtes-vous prêt à expérimenter notre médium? Expérimenter d'autres médiums, Oui. oui, quand on a l'opportunité. J'ai fait des expériences par exemple avec Jean-Marie Le Gall. Qui est Ah un oui. ami. Bien, Jean-Marie. Mais Vous voyez Jean-Marie Le Gall. Jean-Marie Le Gall, le goût. Voilà, ça c'est Jean-Marie Le Gall. Oui, il a tordu une cuillère devant nous Oui. dans une expérience. Alors, pour ceux qui ne voient pas, Jean-Claude montre une cuillère. Oui, mais ils la connaissent maintenant. Montre-le à la Chaque- caméra qui est là, juste devant ton visage. Chaque fois que je peux... magnifique. Ah, c'est vrai que j'ai une caméra qui est en train de Eh me oui. filmer. Non, Et donc, j'aime pas ça. Jean-Marie Le Non. Gall a tordu une cuillère en argent. Donc, s'il y a des personnes qui sont en questionnement de savoir si elles possèdent des facultés, des capacités, je dirais, médiumniques, mais qui sortent un peu de l'ordinaire, Elles peuvent venir nous voir. Alors, il faut savoir qu'effectivement, beaucoup de personnes veulent nous voir. Et comme nous sommes dans une recherche, on ne doit pas se disperser. Oui, bien Mmh. sûr. Donc on essaye de faire en sorte que les personnes qu'on invite, on essaye de les encadrer pour justement que les expériences qu'on pourra faire avec cette éventuelle personne ne puissent pas venir contrarier nos que propres vous expérimentations recherchez, vous, qui bien sûr. demandent une certaine mais concentration. ça c'est très intéressant. La deuxième question à propos des guides spirituels, il me semble que souvent on dit j'ai mon père qui veille sur moi, ou ma grand-mère, ou mon grand-père, ou une tante. Les guides spirituels sont-ils vraiment des personnes qui ont été proches de nous dans la famille? C'est possible, mais pas forcément. Pas forcément. Non, ça peut être aussi des entités qui ont un rapport avec nous, mais qui n'ont pas été incarnées avec nous. Mais qui ont un rapport alors lequel? Un rapport d'atomes crochus. Mais On retombe sur les avec atomes. des atomes crochus dans la vraie vie, il y a eu des rapports ou pas forcément? Non, dans une Il a famille dit pas spirituelle. incarné, il a dit pas incarné. Une famille spirituelle. On est, Mhm. en fin de compte, il y a des syntonies, des sympathies qui se créent selon l'évolution. C'est-à-dire que ça veut dire que dans l'au-delà, il y a aussi des personnalités qui n'ont jamais été incarnées sur Terre. Oui. Alors,
je reviens sur la question. Une petite dernière. Mais c'était justement, mais c'est pour revenir sur l'un de tes internautes, Jean-Claude. Oui, une petite Parce qu'on dernière. n'a pas été jusqu'au bout avec les extraterrestres. Ah d'accord, oui. Et puis après, il faudra qu'on parle de votre papa. Parce Oui, que je m'as pensé à Padre Pio aussi. Mais Padre Pio, papa. Mais les Qui extraterrestres. est devenu très très à la mode. Faut se Beaucoup méfier de de la mode. personnes Faut pas disent devenir à la mode, Joël, être en hein. contact avec Padre Ah non, Pio. nous, malheureusement, on Ça est en vous fait contact sourire avec ou pas personne. Oui, D'accord. nous, Alors pas de Napoléon, non, pas de non, Cléopâtre, ou je sais Les pas, entités non. spirituelles nous ont dit un jour. Ah, moi, Jean, je lui ai posé la question, mais qui vous étiez dans vos vies intérieures? Il m'a répondu, tu n'aurais pas assez de tes murs pour que j'écrive tous les prénoms que j'ai eus. Ouais. Contente-toi d'un Jean et ça sera déjà bien. C'est déjà pas mal. Bon. Il m'a dit, vous n'êtes pas encore prêt à savoir. Alors moi, j'ai eu des informations sur Jean par Divaldo Pereira Franco, qui est un médium brésilien. Ah, vous avez rencontré aussi. Oui, que j'ai fait des expériences avec lui. Et il m'a dit que Jean avait vécu sous Saint François d'Assise, où j'étais un de ses élèves. Ben, attention, c'est pas Saint François d'Assise, Jean. Non, mais il était... C'était un contemporain. D'accord. Ça, encore une fois, c'est la réincarnation qui prime alors dans l'affaire. Voilà. Et donc, il semblerait que je le suis depuis pas mal de temps et que j'essaye de m'amender de mes travers. D'accord. Oh, vous avez plus de travers, c'est fini, là, c'est la Si, dernière vie, là, c'est bon. non, ça, je pense pas, j'ai encore Non. beaucoup de travers. Vous étiez pas druide dans un Non, temps non précédent? plus. Non. Non. Parce que vous avez une belle bague. Oui, parce que avec, je suis très... des triskel tout autour. je suis depuis tout petit, très attiré par la culture bretonne. Bretonne. Voilà. Et vous êtes breton? Pas du tout. Non, je très suis bien. né à Paris 18e. Oui, c'est comme tous les bretons. Alors les extraterrestres, dites donc, Joël Oui. Lurie, Oui. certains se sont manifestés en disant nous on a vécu sur d'autres planètes. On en Voilà. est là. Est-ce qu'il y a des petits gris installés au centre de la Non. Terre comme certains disent? Non, ils nous ont... à chaque fois, on pose des questions qui sont un petit peu équivalentes. Alors, on n'a peut-être pas posé la question sur les petits gris. Et ils sont méchants, ils sont Mais, terribles. mais Avec, ils nous ont avec dit- de l'ail et du persil, délicieux. Ils nous ont dit quand même qu'il y avait beaucoup de fantasmes et qu'on devait faire attention de pas s'égarer. Il dit le principal est sous vos yeux et déjà que la magnificence de la nature et de même sur lequel vous vous appuyez tous les soirs pour dormir votre propre lit, si vous pouviez voir l'univers que représentent les atomes de vos oreillers, vous seriez émerveillés. Bien sûr. Mais Donc on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin... alors, il y a effectivement des mondes qui s'imbriquent les uns dans les autres. D'accord. Ce qu'on appelle les mondes parallèles. Effectivement, et d'ailleurs la mécanique quantique ne dément pas cette possibilité qu'il y ait des mondes, des pluralités de mondes qui Avec la s'imbriquent. théorie des cordes, là? Oui, exactement. Et aussi par rapport à toujours cet espace-temps. Oui. Hein. Oui. Alors, attention, il va te toucher. Il en profite pour draguer les filles, c'est pas mal. Si sur l'espace-temps. Hop là, je t'ai touché. Je sais pas, mais bon, ça m'a jamais servi. Hein. J'ai toujours été vu comme un doudingue, donc ça m'a pas vraiment servi de ce côté-là. C'est vrai. Oui, non. J'ai jamais eu bon. vraiment beaucoup de succès. À propos de Doudingue, on revoit Jean-Claude Carton, t'as vu les enchaînements? Merci beaucoup. Alors, Padre Pio, Plusieurs papa. messages pour nous remercier de la bonne ambiance qui règne dans le studio. Ah, tiens. Et on nous demande, il y a plusieurs, il y en a 3. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 2, il y en a 3 qui nous demandent si nous avons répété avant, si nous avons travaillé l'émission Bien sûr, ensemble. bien sûr, c'était- Comme d'habitude. Comme d'habitude. Si nous avons répété. Il y a eu répétition le matin. Hein, c'est des textes qu'on lit. Non. Parce que nous sommes en direct, on ne s'est pas concerté. Hein. Ah non, mais je suis même arrivé en retard. D'abord, je Non, pense. ça s'est pas vu. Personne ne l'a vu. Par contre, effectivement, Oui, Padre Pio. ça fait soulever le fait que Joël Lurie est intarissable et qu'effectivement, on se demande s'il y a vraiment pas d'autres personnes qui le poussent à dire des choses, etc. Parce qu'on sent qu'il y a de la motivation, il y a du message à vouloir passer. Et bon, je te connais un petit peu, t'es humble, calme, et là, on sent que voilà, t'es pas tout seul. Hein. Non, je suis pas. Mais on est tous pareils. Les Ouais. entités spirituelles qui m'influencent vous influencent aussi aujourd'hui. Tant mieux. Remillons les copains. Il n'y a pas de choix. Vous savez, les entités spirituelles, le seul choix qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils prennent le chemin le plus court. La moindre résistance. Si demain, ils vont trouver quelqu'un qui a une moindre résistance que moi, ils iront vers lui. Ils sont pas... ils affectionnent tout le monde. Même le fiefé charlatan pourrait avoir des contacts médiumniques corrects, alors. Si la personne qui fait du charlatanisme se mettait d'un seul coup à être un médium extraordinaire, les entités spirituelles pourraient s'en servir pour justement faire ouvrir les consciences. Donc même si le charlatan prend des sous incroyables mais que c'est un bon médium, il peut continuer de prendre des sous. Alors là, je mets mon veto parce que je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui soit dans le fait de vouloir s'enrichir ou vouloir avoir de l'argent avec ce procédé-là puisse être inspiré par de bons esprits. C'est noté, Joël Lurie, c'est noté.
Padre Pio. Je n'ai plus, oui, Padre Pio, je suis énervé encore une fois depuis des années de voir que beaucoup de personnes disent être en communication avec Padre Pio. Alors pour l'avoir rencontré, mais j'étais tout gamin, je suis persuadé que Padre Pio, il en a tellement bavé pendant sa vie terrestre que là il est bien planqué, il est bien tranquille, il doit être en train de jouer aux cartes avec l'abbé Pierre. Avec l'abbé Pierre, avec Sœur Emmanuel. Non mais je déconne, avec Claire, avec Oui, oui. François. Et- parce que c'est facile de dire je suis en contact avec Padre Pio. C'est facile, bien sûr, mais pourquoi pas Sainte Thérèse? Mais parce qu'il en a, Sainte Thérèse de mais il Lisieux. est détaché de tout ça. Non, Et je voulais pas forcément. revenir à une question que vous avez abordée tous les trois tout à l'heure. On y revient. Les cimetières. Mais il n'y a plus personne, ils sont partis. Bah oui, mais la télé met Joël Uri dans Mais les il faut cimetières. arrêter. Bah oui, Oui. Alors arrêtez la télé. Mais il faut arrêter, il y a plus personne, Je fais Joël. Halloween, mais Vous êtes quand bien même. d'accord. C'est très beau un cimetière par contre. Oui, c'est beau, c'est calme. Au moins, on ne risque rien. C'est- Quoique, C'est un vrai patrimoine. mais ils ne sont plus là, ils sont partis. bah, ils sont- Il se passe des Il se passe choses des dans les choses. cimetières. Non, mais ils c'est sont vrai. partis. Mais ce qui est drôle, c'est Joël, que... ils sont partis. Oui, pour la plupart, il y en a peut-être qui sont encore accrochés à leur squelette. Non. Vous savez, il y a quand on s'intéresse à la vie et à la mort, on a une conception de la vie et de la mort qui diffère. Pour beaucoup de personnes, la vie ou la mort, ce sont quelque chose qui sont, en fin de compte, très subjectives. Quand on dit à une personne, qu'est-ce que la mort pour toi? Les gens disent, bah c'est la fin de quelque chose. Mais encore, bah c'est la mort de quelqu'un, c'est la pourriture, la désagrégation. Et la vie, c'est quoi pour toi? Le mouvement, la conscience. Bon, on va essayer d'être ok sur les mots. Le début d'une autre vie. Le début d'autre chose. C'est vrai, oui. Alors après, on pose des questions toutes simples. Est-ce qu'une pierre vit? Et oui, Est-ce qu'on peut considérer qu'une pierre est en vie, comme la terre, oui. une vie végétative ou une vie minérale plutôt? Alors là, ils savent pas trop. Tu m'as dit que pour toi la vie, c'était le mouvement. Si on regarde au microscope, les atomes qui composent une pierre, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Ça bouge, dites donc. Ça bouge? Sa vie. Les atomes n'ont jamais cessé d'exister. Quand on va aller dans les cimetières, qu'on va ouvrir les tombes, je le fais pas, hein, et qu'on va gratter un petit peu les os de tous ces merveilleux cadavres qui gisent aux 6 pieds sous terre, Ami gothique, bonjour. et qu'on va prendre cette poussière d'os et qu'on va la regarder au microscope électronique, Ça bouge. on va s'apercevoir que les atomes n'ont jamais cessé d'exister et de vivre. Même les atomes des squelettes des dinosaures, qui ont 160 millions d'années pour les plus jeunes. Donc, imaginez maintenant que chaque atome de notre corps soit comme des clés USB, douées de mémoire. Lentement, hein. Ça va, c'est bon. Allez, les verts. On s'aperçoit que il y a au plus profond de chaque atome qu'on a dynamisé Oui. notre mémoire. Et les atomes ne sont jamais morts. Un cadavre d'atome n'existe pas. Ça veut dire que quand même il y a reconstitution, Oui. mélange. Mélange, reconstitution, mais il y a une mémoire qui est gardée. Mais c'est pas la même chose. Il y a addition, il y a différence après. La mémoire se fond avec une autre mémoire. Elles se font jamais, elles s'additionnent. S'additionne. Et 1 plus 1, alors ça fait combien Ça dépend, il faudra demander à ce fameux karatéka. D'accord. Ça fait pas forcément 2. D'accord. Non, mais on est dans va une le dimension. connaître. Oh là là, oh là. Non, mais c'est pour dire que la vie et la mort, c'est bien particulier. Hein. Je comprends bien. Et puis en même temps, on a un sacré travail à faire pour dédramatiser la mort. Oh, tout à fait. Oui. D'accord, hein. Bon, bah, ça, c'est c'est pour fait. ça que c'était Allez, les Verts, intentionnel c'était aussi. très très drôle. Mais alors, C'était très très drôle. oui, oui. Alors, dans l'ombre du corridor, par Joël Uri en tant que psychographe, l'histoire de Louis, Oui. qui n'est pas finie finalement. Il y a un tome 2 un de ces jours. Je sais pas. Il est Daniel, parti, il jamais revient il est plus. revenu. Et voilà, il raconte. Alors, Et Louis non plus. vous êtes un psychiatre des esprits. Je suis Il non s'allonge un sur le truchement. divan. Ils s'allongent sur le divan, ils racontent leur malheur et puis après ils reviennent plus. C'est ça Bah, le mieux Louis, il est libéré à la fin finalement. Il est libéré. Voilà. Oui, mais pour il a raconter ce qui se compris. passe une fois qu'il est libéré, quand même, on aimerait bien savoir un petit peu. Mais il qu'est-ce qu'il redevient devient. insignifiant. Ça t'a marqué, hein, insignifiant, parce que tu Ouais. crois qu'il est perdu, oublié. Voilà, c'est moi, ça c'est vrai que je l'ai compris Ça comme ça s'il correspond à ton caractère. devenait rien, quoi. Oui, voilà. C'est le côté bouddhiste. Comme s'il n'existait pas. Je et disais tout ça, à l'heure, ouais. c'est le Le côté côté bouddhiste, inquiet. le côté on se fond dans le Ouais. grand tout. Et Comme Joël si, Louis ne dit pas ça. il n'existait plus et comme s'il n'avait pu, on se souviendrait plus de lui, quoi. Sa conscience Voilà, aurait disparu. Et insignifiant, ça, ouais. vous ne le dites pas. Ça. Ah non. Mm. C'est autre chose. Pouvoir exister sans avoir le support des formes, c'est extraordinaire. Pouvoir Être. exister sans le support des formes, rester ce qu'on est en s'associant aux autres. Ouais. C'est ça Et moi, j'ai relevé aussi une autre phrase que j'ai beaucoup appréciée. Alors, il dit « Je ne partirai pas, car je suis déjà loin. Je ne reviendrai pas, car je suis déjà là. »
Et j'aimais bien aussi. Ça, c'est la relativité du temps et de l'espace. Ouais. Oui, il va te toucher. Mais... Non, mais c'est. Il est bête. non, mais oh là, très très bête. Je te prie bien voir de pardonner. Non, mais voilà, je trouvais que ça pouvait exprimer beaucoup de choses, ouais. Que finalement, bah oui, il est toujours là, quoi. Bah oui, ici. Et vous n'avez pas remarqué ces différences même de vocabulaire dans l'ombre du corridor, ça sent les ambiances feutrées, les chandeliers. On est vraiment dans des ambiances 1800. Et là, c'est autre chose. On voit deux façons de décrire différentes. Oui, ça peut pas venir de votre esprit. Vous savez que moi, j'ai eu pour reparler un petit peu de ma scolarité, j'étais un très mauvais élève. Oh non, c'est pas vrai. Moi, on m'a viré. J'ai redoublé 2 fois le CM2, j'ai redoublé 2 fois ma 5e. On m'a foutu faire un CAP de mécanicien ajusteur parce que j'arrivais pas à aligner 10 mots sans. J'étais dyslexique, donc j'étais perdu dans le temps et l'espace. Donc, vous pouviez pas. Les premiers messages que j'ai écrits, c'est ma mère qui m'a dit Joël, qui a écrit ça? Une question pour Joël. Question intime ou pas à poser à Joël suite au sentiment d'ivresse, légère ivresse ressentie par Joël, la photo que vous avez évoquée. Est-ce que Michel, né le 25 juillet 1952, ça vous dit quelque chose? Michel. Le 29 pas septembre. que ce soit la Michel qui soit dans le Bordeaux, du côté de Bordeaux. Mais Michel, oui, mais il faudrait qu'elle donne son nom de famille. Oui, Parce que mais ça m'étonnerait pas parce que que écoute, si c'est Michel le Michel que je connais même très bien, je me rappelle absolument pas de sa date de naissance. Mais bon anniversaire quand même. Non, je pense que c'est elle parce que vous savez le principe d'élévation directe. Vous pouvez envoyer des emails à élévation avant l'émission. Sauf que là, c'est fini maintenant pour le direct. Hein. Et pour le direct, ensuite, c'est via Jean-Claude Carton et le Facebook. Voilà. Donc là, il y avait déjà pas mal d'emails que j'ai imprimés, mais on n'a pas le temps de tout faire et de tout dire. Petite question, réponse rapide. Stéphane Alix, vous l'avez rencontré, etc. Il a monté toute une structure super sympa, Stéphane Alix. Vous ignorez, Comme ça, de but en blanc, je sais pas qui c'est. Bon, le gars qui est sur M6, qui fait une recherche très sympathique sur tout ce qui est paranormal et qui a monté sa structure qui s'appelle l'INRES, si je me souviens bien. Ah, l'INRES. Je connais l'INRES, mais par contre, je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer cet homme-là. Vous êtes déjà allé à l'INRES Non. Non, c'est étonnant. C'est bizarre, ça. C'est vrai que phonétiquement, ça, je pensais que c'était lui d'ailleurs. Non, mais enfin, vous êtes des chercheurs qui cherchaient pas de l'argent, mais qui cherchaient Non, mais il y en a un qui cherche de l'argent et l'autre il cherche Et l'INRES, c'est pareil, on va dire. Et Stéphane Alix, c'est... Vous savez, on a toujours eu... Enfin, je sais pas pour l'INRES, mais on a souvent été vus un petit peu comme les vilains petits canards, puisque nous sommes d'Obédience Spirit. Nous faisons partie, malheureusement, de l'Union Spirit française qui aujourd'hui est en stand-by pour des problèmes de personnes. Donc, les spirites parisiens ont eu souvent une mauvaise réputation. Oh, bon. Et on a fait en sorte que ce soit terminé parce que les spirites, il y a peut-être eu des spirites qui étaient un petit peu plus mystiques. Aujourd'hui, on essaie de redorer le blason du spiritisme tel qu'il pouvait l'être avec le docteur Gelet et Charles Richet. Docteur en or, le docteur Gelet. Voilà. En Gelet. Très bien. Bon, et Seth, vous savez les écrits de Seth, de l'américaine dans les années 70, il y avait une entité, Seth. Vous avez lu ça? Non, vous n'avez pas lu. Parce que c'est un petit peu ce que vous vivez vous aussi. Non. Sauf que là, Seth, c'était moi je suis super sympa avec vous, je vais tout vous dire pour que vous alliez mieux, je vais tout vous expliquer, la vie, l'univers et le reste. Puis, il disait aussi, mais Jésus-Christ, il est pas mort sur la croix. Enfin, non, moi je connais pas Seth. Seth, il y a plusieurs tomes. Très intéressant, ça date des années 70 et c'est... Si on s'y met à 2, alors. Il y a peut-être pas 7 tomes, ils sont peut-être arrêtés à 6, Joël Uri. Mais la question par découlement, c'est... Vous l'avez parlé, médium spirit et spirit mystique. Est-ce que vous êtes face à Dieu, face à Jésus-Christ, face à Bouddha, face à Mahomet? Est-ce qu'on vous en parle il nous parle... alors, on nous parle souvent de Dieu comme la cause première de toute chose. Le Créateur. Voilà. Et on nous parle des différents prophètes. Et il nous parle à ce niveau-là d'hommes et pour certaines de femmes qui ont été des éclaireurs d'âme, effectivement. Ils ne font pas de distinguo dans la suprématie de la religion, quelle qu'elle soit. Voilà. Ils pensent que chaque religion est un outil susceptible d'amener les gens à la félicité. On n'a pas besoin forcément de faire du spiritisme pour évoluer, on n'a pas besoin forcément de quitter sa religion pour une autre. D'accord, c'est comme en cuisine, on prend ce qui nous est bon. Ce qui est le plus proche de nos
de nos ressentiments, de notre sensibilité. D'accord. Au début de notre entretien, quand vous êtes arrivé, on parlait des prophètes qui peut-être s'étaient un petit peu poussés du col en croyant qu'ils étaient avec Dieu, alors que peut-être c'était qu'une entité bénéfique, mais peut-être pas Dieu vraiment. Vous avez jamais eu de contact avec Dieu directement? Non. J'ai eu des contacts avec les entités spirituelles qui sont des émissaires. De Dieu? Des anges? Non. Ils se sont pas du tout présentés comme tels. Ils se disent être des êtres qui sont là pour nous faire s'élever, et ils utilisent notre intermédiaire pour cela. Mais en tout cas, on n'a pas nous-mêmes de dérogation. D'accord. Et ils disent que toutes les religions se valent finalement. Ils disent que toutes les religions ont tous un sens profond qui malheureusement n'est pas vraiment entendu. D'accord, oui, puis un peu perverti aussi pour des histoires de pouvoir. Et donc on ne peut pas mettre Moïse plus haut que Bouddha, ou plus bas que Jésus-Christ, ou plus haut que Mahomet. Non. Et ce qui est intéressant, on ne peut pas parce qu'on ne doit pas, ou parce que non, c'est parce que en fin de compte, il n'y a pas eu de cassure. Aujourd'hui, les entités spirituelles très évoluées sont comme des prophètes. En fin de compte, aujourd'hui, avec l'évolution, on n'a plus besoin d'être personnifié à une personne. La vraie évolution, c'est que la bonne parole peut être donnée dans toutes les chaumières, grâce à des interprètes qui seront le plus transparents possible. Et vous savez, vous parlez à un catho, là, vous savez bien que vous parlez à un catho. Et alors moi, on me dit tous les dimanches que c'est Jésus-Christ qui vaut le coup et c'est le seul chemin, quoi. Et que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver et qu'il est ressuscité, que c'est le seul à avoir fait ce coup-là. Vous voyez? Donc là, ils vous disent quoi, les esprits? Non, il est pas ressuscité, c'est pas le seul chemin. Ah, en fin de compte, la résurrection, ils essaient de nous l'expliquer comme la réincarnation. Oui, ça va pas plaire à tout le monde. Je trouve que ça mériterait une autre émission, parce qu'on va être pris par le temps, on a encore le loto. Oui, alors le loto. Et il y a des horaires auxquels on ne peut pas aller au-delà, si j'ose dire. Il y a encore beaucoup de questions, mais écoutez, quand Joël reviendra, pourquoi pas, là il n'y a plus le temps, il y a plein de questions, c'est bien que vous ne soyez pas de votre poste de télévision, mais voilà, ça fait un peu tard maintenant, et il y a le loto, l'euro-million. C'est Nala qui écrit: j'aimerais savoir si vous avez, c'est à Joël la question, si vous avez une explication en tant que chercheur au sujet des phénomènes paranormaux qu'ont vécu certains religieux comme Padre Pio ou Marthe Robin. S'agit-il du pouvoir de l'inconscient, comme le soulignent certains parapsychologues? Je vous remercie. Alors là, nous sommes vraiment dans des cas de médiumnité à effet physique, les transfigurations, les manifestations d'odeur, les lévitations, etc. Ce sont des phénomènes qui peuvent être reproduits dans certaines circonstances avec certains médiums à effet physique. Alors maintenant qu'on dise que ce sont des projections du mental sur la matière, c'est déjà fort de dire ça. C'est comme si on disait que oui, ce que tu as, c'est pas des communications avec les esprits, c'est de la transmission de pensée. Mais c'est fort déjà. C'est déjà fort. La transmission de pensée, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, puisque comment est véhiculée la pensée? Donc, vouloir expliquer autrement en prenant des exemples qui sont tout aussi étranges, c'est comme si qu'on nous disait tout ça c'est du hasard, effectivement. Mais il y a quelque chose. Mais le hasard c'est quoi? Quand on regarde sur le dictionnaire la définition du hasard, c'est concours de circonstances inexpliquées. Donc le hasard c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, donc on essaye d'expliquer l'inexplicable par l'inexpliqué. C'est une réponse courte, très bien. Et le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain. Exactement. Exactement. Joël, vaut bien une nouvelle émission en 2014. Bah, oui, d'accord. Bien entendu. Je reviendrai avec plaisir et à l'heure. Et on reprendra toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse. Donc 5 croix dans les chiffres, et pour les étoiles 2 croix. Joël, est-ce que tu peux me dire comment je pourrais faire moi parce que j'ai oublié mon pendule. Alors je vais essayer de faire autrement. Est-ce que je dois entendre une voix par derrière moi qui pourrait m'inspirer? Non mais spontanément. Spontanément. Soit spontané. Mais... La pire des choses pour les médiums qui s'essayent, c'est d'attendre. Bon, le médium n'attend pas, il est spontané. Il réfléchit pas. Vas-y, réfléchis pas, fais-le tout. Ah bah oui, mais là je fais. Mais regarde dans les croix. Mais regarde. Et ben voilà, c'est très bien. Mais non, mais c'est affreux. J'ai fait un grand trait. Je n'ai même pas réfléchi. Alors bon, d'accord. Je donne les chiffres de Joël Uri. Il l'a fait spontanément. Moi, je vous conseille de quand même plutôt jouer les chiffres de Joël Uri. Mais pas. Le 13, le 23, le 25, le 31 et le 48. Pour les 2 étoiles, c'est le 6 et le 10.
On se retrouvera très prochainement. Joël Uri, merci. On se quitte car on a fait long, mais on se retrouvera dans l'ombre du corridor aux éditions Ufres, c'est publié par Ufres. Daniel, je sais pourquoi. Et puis aussi le cahier de messages spirit et d'autres livres. Faites recherche Google, Internet. Ifres, I-F comme Françoise, R comme Raoul, E et S comme Suzanne. Oui, il y a le site. Il y a le site avec voilà où on peut trouver des informations sur nos travaux et la façon dont on mène nos expériences. Bien. Bon, merci beaucoup, Joël. Merci à vous. Merci pour m'avoir permis de m'exprimer. Merci à tous ceux qui sont autour de toi. Et merci pour cette fabuleuse télévision parce que merci à vous. C'est pas toujours évident.